Ma belle-mère m'a giflé si fort que j'ai heurté le sol en hurlant, espèce de menteuse. Ce bébé est celui d'un inconnu. Mon mari a ragé, fait les valises et va crever ailleurs. Ma belle-mère a ricané à ma belle-sœur, ne t'inquiète pas, Théoï, tu donneras naissance au premier VRAI petit enfant. Je suis restée silencieuse. Une semaine plus tard, quand le test ADN est arrivé, je le leur ai jeté au visage et j'ai laissé toute la famille sous le choc. C'est mon histoire. L'histoire de la façon dont le conte de fées de mon mariage s'est transformé en un drame familial sordide, et comment j'ai dû trouver en moi une force que j'ignorais posséder pour protéger mon fils et reconquérir ma dignité. Avant de plonger dans les détails de cette épreuve, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. C'est incroyable de penser que nous sommes connectés à travers nos histoires. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Maintenant, installez-vous confortablement, nous allons remonter le temps. Je m'appelle Élodie. Il y a à peine 2 ans, ma vie ressemblait à l'une de ces publicités pour une marque de yaourt régional. J'avais 32 ans, un mari que j'aimais d'un amour que je croyais inébranlable, Bastien, et nous venions d'acheter notre première maison, une ancienne grange rénovée avec goût, dont les grandes baies vitrées offraient un panorama spectaculaire sur la chaîne des Puys. Notre amour était né ici, au cœur de cette Auvergne fière et secrète. Nous nous étions rencontrés lors d'une randonnée, un dimanche d'octobre où les forêts flambaient de 1000 couleurs. Il m'avait aidé à traverser un ruisseau, et son sourire, franc et chaleureux, avait court-circuité toutes mes défenses. Bastien était mon refuge, mon partenaire de vie. Je croyais notre couple aussi solide que la pierre de Volvic de notre maison. Et puis, il y avait sa famille. Un tableau en apparence parfait, centré autour de sa mère, Geneviève. Approchant la soixantaine, c'était une femme d'une élégance classique, dont la politesse était une arme redoutable. Ses compliments étaient de petits chefs-d'œuvre de perfidie. Lors de nos déjeuners dominicaux, elle analysait ma cuisine avec une précision chirurgicale. « Ta punti est absolument divine, Élodie, vraiment, disait-elle avec un sourire pincé. C'est juste que la recette de ma grand-mère incluait une pointe de muscade. Bastien a toujours été sensible aux détails, tu sais. Chaque plat, chaque bouquet de fleurs, chaque choix de décoration était systématiquement comparé, et subtilement dévalué. Bastien, mon cher et tendre Bastien, naviguait à travers ces tensions avec une naïveté qui me désarmait. Tu vois le mal partout, mon amour, me glissait-il le soir en m'enlaçant. Maman est juste passionnée, elle veut t'aider. Mais ce n'était pas de l'aide. C'était une OPA hostile sur mon territoire, sur ma vie. La dynamique la plus troublante était ce cordon ombilical invisible mais indestructible qui le reliait à elle. À 34 ans, pas une décision n'était prise sans son aval. De la renégociation de notre prêt immobilier au choix d'une nouvelle mutuelle santé, l'avis de « maman » était primordial. Je me souviens de l'achat de notre voiture. Nous avions passé des semaines à comparer les modèles. Notre choix était fait. Le soir, avant de signer, il l'a appelé. Le lendemain, il avait changé d'avis. Maman pense que le modèle allemand est plus fiable pour la sécurité d'une future famille. Il parlait d'une « future famille », comme si je n'étais pas déjà là, à ses côtés. Je n'étais pas stupide. Je voyais tout. Je voyais les regards entendus entre Geneviève et sa fille, Coralie. Je voyais la lueur de satisfaction dans les yeux de ma belle-mère quand Bastien se rangeait à son opinion. Mais j'ai choisi de supporter, de prendre sur moi. Par amour, ce sentiment irrationnel qui nous pousse à accepter l'inacceptable. Je me disais que c'était le prix à payer pour l'harmonie, pour ne pas forcer l'homme que j'aimais à choisir entre sa mère et sa femme. J'avais ouvert un petit carnet dans ma tête, un journal de bord mental où je notais chaque pic, chaque manipulation. Je n'étais pas une victime inconsciente. J'étais une observatrice patiente, attendant le jour où Bastien ouvrirait enfin les yeux par lui-même. Je misais tout sur la force de notre amour, sans comprendre que dans le jeu de Geneviève, l'amour n'était pas un atout. C'était une faiblesse à exploiter. Ma patience n'était pas vue comme une preuve d'amour, mais comme une invitation à pousser le bouchon toujours plus loin. La guerre froide psychologique s'est progressivement muée en une série d'escarmouches de plus en plus audacieuses. Geneviève maîtrisait l'art de l'attaque indirecte, celle qui laisse des blessures sans jamais laisser d'empreinte. Un soir,
nous recevions des amis pour le dîner. C'était la première fois que nous organisions une réception dans notre nouvelle maison, et j'avais mis tout mon cœur à préparer un repas mémorable. J'avais également profité de l'occasion pour annoncer avec une immense fierté que j'avais obtenu une promotion importante à mon travail, le fruit de plusieurs années d'efforts acharnés. Alors que je parlais, excitée, des nouvelles responsabilités qui m'attendaient, Geneviève, qui était bien sûr invitée, m'a interrompue avec un sourire désarmant. Elle s'est tournée vers Bastien, ignorant complètement mes amis et moi, et a posé sa main sur son bras. En parlant de responsabilité, mon chéri, a-t-elle commencé d'une voix douce et chargée de nostalgie, cela me rappelle le jour où tu as été élu délégué de classe en 5e. Tu avais pris ça tellement au sérieux. Tu étais déjà un leader. En une phrase, elle avait effacé ma réussite professionnelle pour la remplacer par un souvenir anecdotique de l'enfance de son fils. Bastien, flatté, a ri et a enchaîné sur une anecdote de collège. J'étais devenue transparente, une simple spectatrice à ma propre table. Mes amis, mal à l'aise, ont échangé des regards gênés. Après cet épisode, j'ai décidé de changer de tactique. La patience ne fonctionnait pas. J'ai tenté une confrontation douce. Quelques jours plus tard, alors que nous étions seuls toutes les deux, j'ai pris mon courage à deux mains. Geneviève, l'autre soir, je me suis sentie un peu mise de côté quand je parlais de mon travail. C'est important pour moi, et j'aimerais pouvoir partager ça avec la famille. Elle m'a regardée avec de grands yeux innocents. Oh, ma chérie, il ne fallait absolument pas le prendre comme ça, a-t-elle répondu avec une douceur sirupeuse. C'est juste que, tu sais, ces histoires de bureau, de stratégie marketing, c'est si abstrait, si ennuyeux. Nous aimons parler des choses concrètes, de la vraie vie, de la famille. La violence de ces mots, déguisés en sollicitude, m'a laissé sans voix. Ma vie, ma carrière, mes passions n'étaient pas la vraie vie. La seule vraie vie, c'était celle qui tournait autour de son fils. J'ai compris à ce moment-là que le dialogue était impossible. Ce n'était pas un malentendu. C'était un rejet total de mon existence en tant qu'individu. Le coup de grâce, celui qui a marqué un véritable tournant, a été l'incident du vin. Je travaillais tard le soir sur les plans d'un projet architectural pour un client majeur. C'était un travail délicat, réalisé à la main sur du papier de haute qualité. J'avais laissé les rouleaux sur la grande table de mon bureau pour qu'ils sèchent. Le lendemain, en entrant dans la pièce, une odeur âcre a frappé mes narines. Une bouteille de vin rouge, que Geneviève avait oubliée la veille, avait été renversée. Une large flaque pourpre avait imbibé des heures de travail, ruinant complètement les plans. Quand je l'ai appelée, paniquée, elle a eu le culot de dire « Oh, quelle tête en l'air je fais !» J'étais sûre de l'avoir mise dans mon sac. Tu dois être furieuse contre moi. C'était une confession déguisée, un aveu de sabotage jubilatoire. Lorsque j'ai montré les dégâts à Bastien, il a soupiré. Elle ne l'a pas fait exprès, Élodie. Tu sais bien qu'elle est parfois distraite. Tu vas pouvoir les refaire, non? Il refusait de voir la malveillance. Il préférait me croire paranoïaque plutôt que d'admettre que sa mère était capable d'une telle bassesse. Cette nuit-là, en redessinant mes plans jusqu'à l'aube, j'ai senti une colère froide m'envahir. La tristesse laissait place à une rage sourde. J'ai compris que je ne pouvais plus compter sur lui pour me défendre. Si je voulais survivre dans cette famille, je devais apprendre à me battre seule. Au milieu de cette guerre de tranchées psychologiques, un événement est venu tout bouleverser. Un matin, après plusieurs semaines de fatigue et de nausées que j'avais mises sur le compte du stress, j'ai fait un test de grossesse. Positif. 2 petites lignes bleues, si fragiles et pourtant si puissantes, porteuses de la plus grande des promesses. J'étais enceinte. Une vague d'émotions contradictoires m'a submergée. Une joie immense, pure, sauvage. Et juste derrière, une angoisse terrible. Cet enfant, fruit de mon amour pour Bastien, allait-il être une trêve ou une nouvelle arme dans les mains de Geneviève? J'ai choisi l'optimisme. J'ai choisi de croire que la réalité d'un petit enfant à naître pourrait faire fondre le cœur de glace de ma belle-mère. L'annonce à Bastien a été un moment de grâce suspendu dans le temps. En voyant le test, son visage s'est transfiguré. Toutes les tensions des derniers mois se sont envolées. Il m'a soulevée dans ses bras, le visage baigné de larmes de joie.
On va être parents, Élodie. Tu te rends compte? Pendant quelques semaines, j'ai retrouvé l'homme que j'aimais, complice et attentionné. Nous étions de nouveau une équipe, unie contre le reste du monde. Mais le monde extérieur, et surtout Geneviève, n'allait pas nous laisser en paix. L'annonce à la famille a été un moment d'une froideur polaire. Face à notre nouvelle rayonnante, Geneviève a affiché un sourire contraint. « Félicitations », a-t-elle dit, son ton dénué de toute chaleur. « J'espère que vous mesurez bien la gravité de cet engagement. » Ce fut le début d'une nouvelle forme de harcèlement. Ma grossesse est devenue son obsession. Elle m'inondait de conseils non sollicités, d'articles anxiogènes sur les risques de fausses couches, sur les malformations. Elle parlait de mon état non pas comme d'un miracle, mais comme d'une pathologie à haut risque. Un soir, j'ai surpris une conversation téléphonique entre Bastien et elle. J'ai entendu mon mari, d'une voix fatiguée, dire « Maman, arrête, s'il te plaît. Tu nous fais peur. C'est trop. » J'ai ressenti une bouffée de gratitude. Il me défendait. Mais ma joie fut de courte durée. J'ai entendu la voix de Geneviève, faussement blessée, à travers le combiné, « Mais je m'inquiète pour toi, mon chéri. C'est mon rôle de mère. Tu es si naïf, si confiant. Je ne supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose, que tu sois déçu. » La manipulation était parfaite. Elle se posait en victime, en mère courage. La voix de Bastien a changé immédiatement, devenant coupable. « Je sais, maman. Pardon. Tu as raison de t'inquiéter. » J'ai compris à ce moment-là que je ne pouvais pas gagner. Son emprise était trop profonde, trop ancienne. L'arme fatale, elle l'a sortie quelques semaines plus tard. Prétextant vouloir m'aider à trier de vieilles affaires au grenier, elle a mis la main sur une malle contenant mes souvenirs d'étudiante. Et bien sûr, elle est tombée par hasard sur la photo. Une photo de moi et Marc, mon meilleur ami de l'époque, prise lors d'une soirée arrosée. Sur le cliché, je riais aux éclats, la tête posée sur son épaule. C'était l'image même de l'insouciance et de l'amitié. Sortie de son contexte, c'était l'image de l'ambiguïté. Elle n'a rien dit. Elle a simplement laissé la photo en évidence sur une pile de livres. Le soir, elle a envoyé Bastien chercher une vieille lampe au grenier. Je l'ai entendu monter, puis un long silence. Il est redescendu, le visage fermé, tenant la photo entre ses doigts. C'était qui, cet homme, Élodie? Sa voix était neutre, mais je sentais la suspicion poindre. J'ai tout expliqué. L'amitié, l'époque, l'innocence de ce geste. Il a hoché la tête, mais je voyais bien que le poison avait été inoculé. Les semaines qui ont suivi ont été un lent supplice. Mon ventre s'arrondissait, mais un gouffre se creusait entre Bastien et moi. Il était devenu distant, presque craintif. La nuit, je le sentais parfois poser sa main sur mon ventre, mais il la retirait aussitôt, comme s'il se brûlait. La joie de la grossesse était entachée par une tristesse sourde, par le sentiment que notre enfant allait naître dans un foyer déjà fracturé. Geneviève avait réussi. Elle n'avait pas eu besoin de murs pour nous séparer. Elle avait simplement planté une graine de doute, et la regardait maintenant grandir, étouffant tout sur son passage. C'est un moment difficile de l'histoire. On voit le piège se refermer sur Élodie. Je dois faire une petite pause ici pour vous demander votre avis. Face à une manipulation aussi perverse de la part d'une belle famille, et face à un partenaire qui commence à douter, quelle serait votre stratégie? Le silence pour préserver la paix, ou la confrontation au risque de tout faire exploser? Mettez vos conseils dans les commentaires, je suis vraiment curieuse de savoir comment vous auriez géré cette situation. Le jour de la naissance de Léo, au milieu du chaos et de la douleur, j'ai cru un instant que tout pouvait être pardonné, tout pouvait être réparé. Tenir mon fils dans mes bras pour la première fois a été une expérience transcendantale. Ce petit être si parfait, si fragile, était la preuve vivante de notre amour. Bastien, à mes côtés, pleurait sans retenue. En voyant ses larmes, en sentant sa main tremblante dans la mienne, j'ai laissé l'espoir refleurir. Nous étions parents. Nous étions une famille. Rien d'autre ne comptait. Cette illusion de paix a été pulvérisée dès le lendemain, avec la visite de Geneviève.
Elle est entrée dans la chambre de la maternité, non pas avec la joie exubérante d'une nouvelle grand-mère, mais avec la solennité d'un inspecteur des impôts. Vêtue d'un tailleur strict, elle a à peine remarqué ma présence. Ses yeux se sont immédiatement fixés sur le petit berceau en plexiglas où dormait Léo. Elle est restée là, penchée sur lui, pendant un silence interminable. Elle ne le regardait pas, elle l'examinait. Ses yeux passaient de ses cheveux à ses petits pieds, comme si elle cherchait une faille, un défaut. Bastien, tout fier, a rompu le silence. Alors, maman ? Il est magnifique, non ? Tu trouves qu'il me ressemble ? Geneviève s'est redressée, un pli de dédain au coin des lèvres. Te ressembler ? Pas le moins du monde, mon chéri, a-t-elle déclaré d'une voix clinique. Ses cheveux sont noirs comme du jais. Et son nez, il n'a pas du tout le nez des Moreau. Puis, se tournant vers moi pour la première fois, elle a ajouté avec un faux sourire compatissant, « Mais ne t'inquiète pas, Élodie. L'important, c'est qu'il soit en bonne santé. » Le coup a été d'une violence inouïe. Devant mon fils qui n'avait même pas 24 heures, elle venait de nier sa légitimité, de le rejeter de sa lignée. Bastien a bafouillé quelque chose sur les bébés qui changent, mais sa voix manquait cruellement d'assurance. Le poison du doute avait fait son œuvre. Geneviève n'a pas eu besoin d'en dire plus. Elle a refusé de prendre Léo dans ses bras, prétextant une migraine soudaine. Leur visite a été brève, mais les dégâts, irréparables. Le retour à la maison a été sombre. La joie d'installer notre fils dans sa nouvelle chambre était ternie par une tension si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Bastien était devenu un fantôme. Il s'acquittait de ses tâches paternelles avec une efficacité mécanique, mais sans âme. Il changeait les couches, donnait les biberons, mais il évitait de croiser le regard de Léo. Il le tenait à distance, physiquement et émotionnellement. Une semaine après notre retour, l'enfer a ouvert ses portes. Bastien venait de reprendre le travail. J'étais seule, épuisée, essayant de trouver un semblant de rythme dans ce nouveau chaos. J'étais assise sur le canapé, allaitant Léo, savourant ce rare moment de calme et de connexion. C'est là que la porte d'entrée s'est ouverte à la volée. Geneviève. Elle n'avait pas sonné. Elle avait utilisé son double des clés, son passe-droit pour envahir ma vie. Elle s'est plantée au milieu du salon, les mains sur les hanches, le visage fermé. Il faut que ça s'arrête, a-t-elle dit, sa voix sifflante. Cette mascarade a assez duré. Je veux la vérité, Élodie. Qui est le père de cet enfant ? J'étais tellement choquée que les mots ne sortaient pas. Vous êtes folle, ai-je fini par articuler. C'est l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Son visage s'est congestionné de rage. Folle ? C'est toi la folle. La menteuse. La traînée qui a trompé mon fils, a-t-elle hurlé. Elle s'est avancée vers moi, le doigt pointé. Je me suis instinctivement penchée pour protéger Léo, mon corps formant un bouclier autour de lui. Sortez de chez moi, ai-je crié, ma voix se brisant dans un sanglot de peur. Comment oses-tu me parler sur ce ton ? Sa main est partie. Le bruit a claqué dans la pièce, sec et brutal. Une douleur fulgurante, aveuglante, a explosé dans ma joue et s'est propagée dans tout mon crâne. Le choc m'a déséquilibrée. Je suis tombée en arrière, basculant du canapé. Mon unique réflexe, primaire et animal, a été de me tourner pour que mon dos et non mon bébé heurte le sol. Ma tête a heurté le coin de la table basse avec un bruit sourd et mat. Des milliers d'étoiles ont dansé devant mes yeux. La douleur était intense, mais elle était couverte par les hurlements de terreur de mon fils. Au-dessus de moi, le visage de Geneviève était déformé par une haine pure, presque démoniaque. Espèce de menteuse, a-t-elle craché. Ce bébé appartient à un inconnu. Allongé là, sonné, humilié, la douleur battant dans ma tempe, je tenais mon fils hurlant contre ma poitrine. Et j'ai compris. Ce n'était pas seulement une dispute. Ce n'était pas une crise de jalousie. C'était une tentative de destruction. Elle ne voulait pas seulement me chasser. Elle voulait m'anéantir. Je ne sais pas combien de temps je suis restée sur le sol, le parquet froid s'insinuant à travers mes vêtements, mon esprit refusant de comprendre l'énormité de ce qui venait de se passer. Mon seul univers était le petit corps tremblant de mon fils, ses cris qui me déchiraient les entrailles.
La douleur dans ma tête était devenue une pulsation sourde et constante. Finalement, puisant dans des réserves de force que j'ignorais posséder, j'ai réussi à me traîner jusqu'au canapé. En passant devant le grand miroir de l'entrée, j'ai aperçu mon reflet. Une large marque rouge vive barrait ma joue gauche. J'étais marqué, stigmatisé. La preuve de ma défaite, de mon humiliation, était visible de tous. J'ai passé les heures suivantes dans un état second, marchant de long en large dans le salon, berçant Léo, mon cerveau tournant à vide. Une seule pensée tournait en boucle, il va rentrer. Il va voir. Il va comprendre. J'y croyais encore. J'avais besoin d'y croire. Quand la clé a tourné dans la serrure, un frisson a parcouru mon échine. Bastien est entré, posant sa mallette, desserrant sa cravate. Salut, la journée c'est bien. Sa phrase est morte sur ses lèvres quand il a levé les yeux et m'a vu en pleine lumière. Son visage s'est décomposé. Mon Dieu, Élodie. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Les mots sont sortis dans un torrent incontrôlable, mêlé de larmes et de tremblements. C'est ta mère. Elle est venue. Elle m'a traité de tous les noms. Et elle m'a frappé. J'ai pointé mon doigt tremblant vers ma joue. Regarde. Regarde ce qu'elle m'a fait. Je m'attendais à une explosion. À ce qu'il se précipite sur son téléphone, qu'il hurle, qu'il défende son honneur, le nôtre. Au lieu de cela, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Il a reculé d'un pas, comme si j'étais contagieuse. Il a commencé à faire les 100 pas, le visage ravagé par un conflit intérieur. Non, a-t-il murmuré. Non, ce n'est pas possible. Maman ne ferait jamais ça. Jamais. Alors je me suis frappée toute seule, c'est ça, ai-je crié, la voix brisée par l'incrédulité. Je me suis inventé tout ça? C'est là qu'il a lâché la bombe. Elle m'a appelé tout à l'heure, a-t-il avoué d'une voix à peine audible. Elle était en pleurs, complètement hystérique. Elle m'a dit que tu l'avais attaquée. Que tu avais dit des choses horribles sur elle, sur notre famille. Elle a dit que tu l'avais menacée, qu'elle avait eu peur pour sa vie. Elle a dit qu'elle avait juste levé la main pour se protéger, pour te repousser. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. La perfidie était absolue. Elle avait non seulement nié son acte, mais elle avait retourné l'agression contre moi. Et tu la crois, ai-je soufflé, le cœur en miettes. Il n'a pas répondu. Il a juste détourné le regard, et son silence a été la pire des réponses. Je ne sais plus quoi croire, a-t-il fini par dire. Cette histoire est un cauchemar. Il faut que ça s'arrête. Il faut faire ce test ADN. Le lendemain, ils sont tous venus. Le tribunal familial au complet. Geneviève jouait son rôle à la perfection, celui de la mère blessée, le visage marqué par une fausse tristesse. Ils m'ont acculé, m'ont bombardé de questions, insinuant que j'étais instable, que la dépression postpartum me faisait perdre la tête. J'ai cherché le regard de Bastien, mon dernier recours, mon dernier espoir. Bastien, dis-leur que c'est faux. Dis-leur qu'ils sont fous. Il s'est levé. Il a fait le tour de la table, s'est arrêté juste devant moi. J'ai cru qu'il allait me prendre la main, me défendre. Au lieu de ça, il a planté ses yeux dans les miens, et d'une voix blanche, une voix que je ne lui connaissais pas, une voix de juge et de bourreau, il a prononcé ma sentence. Fais tes valises. Prends tes affaires, et va crever ailleurs. Le monde a cessé de tourner. Geneviève a posé une main sur le ventre de Coralie. Ne t'en fais pas, ma chérie, a-t-elle susurré, mais assez fort pour que je l'entende. Toi, au moins, tu nous donneras un vrai petit enfant. Un enfant du sang des Moreau. Je suis montée comme une automate. Mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. Chaque marche de l'escalier était une épreuve. J'ai ouvert l'armoire de notre chambre, et j'ai commencé à jeter des vêtements dans un sac de voyage. Les pulls que Bastien m'avait offerts, la robe que je portais le jour de notre rencontre. Chaque objet était une torture. En bas, j'entendais le murmure de leur voix. Ils ne se cachaient même pas. Ils discutaient de mon sort, de l'avenir, comme si j'étais déjà partie, déjà morte. J'ai pris Léo dans son couffin, je suis redescendue. Ils se sont tus à mon passage. Leurs visages étaient des masques de pierre.
Pas un regard de pitié, pas un mot de regret. J'ai franchi la porte sans me retourner. J'avais l'impression de m'arracher la peau. En installant Léo dans la voiture, mes mains tremblaient si fort que j'ai mis plusieurs minutes à boucler la ceinture de sécurité. J'ai conduit, sans destination, les phares de la voiture découpant des tunnels de lumière dans la nuit noire de la campagne auvergnate. La seule chose claire dans mon esprit était que je ne pouvais pas m'effondrer. Pas maintenant. Le petit être qui dormait à l'arrière dépendait entièrement de moi. Finalement, comme un instinct de survie, j'ai pris la direction de Lyon. Vers la seule personne qui me restait, ma grande sœur, Manon. Quand elle m'a ouvert la porte à 2 heures du matin, elle n'a pas eu besoin d'explication. Un seul regard sur mon visage tuméfié et mes yeux vides lui a suffi. Elle a pris Léo de mes bras, m'a installé sur son canapé et m'a enveloppé dans un plaid. « Tu es en sécurité ici », a-t-elle simplement dit. Et c'est là, dans la chaleur de son petit appartement, que j'ai enfin laissé mon corps et mon esprit s'effondrer. Les jours suivants ont été un purgatoire. Je vivais dans un brouillard de chagrin, dormant à peine, mangeant encore moins. Manon était mon ange gardien. Elle s'occupait de tout, me protégeant du monde extérieur. Mais même elle ne pouvait pas me protéger de moi-même. Une nuit, alors que je berçais Léo, une pensée insidieuse s'est glissée dans mon esprit. Et si c'était moi? Et si j'étais vraiment le problème? La manipulation de Geneviève avait été si efficace, si constante, que j'en venais à douter de ma propre santé mentale. Ai-je été trop sensible? Ai-je mal interprété ses paroles? Ai-je poussé Bastien à bout avec mes plaintes? J'étais si profondément ancré dans la culpabilité que j'ai pris mon téléphone. J'allais l'appeler. J'allais m'excuser. J'allais le supplier de me reprendre, prête à accepter n'importe quelle condition. C'est à ce moment-là que Manon est entrée dans la pièce. Elle a vu le téléphone dans ma main, elle a vu l'expression sur mon visage. D'un geste vif, elle me l'a arraché. « Arrête ça tout de suite, Élodie », a-t-elle dit d'une voix dure, mais pleine d'amour. « Tu ne vas pas faire ça. Regarde-toi dans une glace. Regarde ton visage. La marque est encore là. Ce n'est pas toi, le problème. Ce n'est pas toi qui es folle. » Pour me prouver ce qu'elle avançait, elle a ouvert son propre téléphone, est allée sur Instagram. « Regarde », m'a-t-elle dit en me tendant l'appareil. C'était une story publiée par Coralie, quelques heures auparavant. Une courte vidéo. Une musique joyeuse. Et une scène qui m'a glacé le sang. C'était un barbecue, dans mon jardin, sur ma terrasse. Il y avait des ballons, des rires. Geneviève, radieuse, caressait le ventre de sa fille. Et Bastien était là. Au barbecue. Il souriait à la caméra. La légende disait « Bonheur en famille dièse vivement BBB2 ». Mon cœur s'est arrêté de battre. Ils ne m'avaient pas seulement chassé. Ils m'avaient remplacé. Ils avaient effacé toute trace de mon existence et continuaient leur vie comme si de rien n'était, dans ma propre maison. La vision de Bastien, souriant, a été le choc électrique dont j'avais besoin. Le doute s'est évaporé, remplacé par une certitude froide et dure. Ce n'était pas moi, le problème. C'était eux. Et je n'allais plus jamais les laisser me faire douter de ma propre réalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le visionnage de cette story Instagram a été un tournant décisif. La femme brisée et hésitante que j'étais a disparu cette nuit-là, remplacée par une personne que je ne connaissais pas encore, une combattante. La tristesse s'est muée en une colère froide, une énergie puissante et ciblée. Le lendemain matin, Manon a vu le changement dans mon regard. « Alors, on fait quoi ?» a-t-elle demandé, déjà prête à élaborer un plan de bataille. C'est elle qui a eu l'idée. « Tu te souviens de sa tante Isabelle ? Celle qui vit à Brest. Au mariage, elle était la seule à t'avoir parlé avec une vraie gentillesse. Elle avait l'air de ne pas porter Geneviève dans son cœur. L'idée me paraissait folle. Pourquoi une membre de leur famille m'aiderait-elle ? Qu'est-ce que tu as à perdre ? A insisté Manon. Au pire, elle te raccroche au nez. Au mieux, elle te donne des informations.
Avec un sentiment d'appréhension, j'ai cherché son numéro dans le vieux carnet d'adresse de notre mariage. J'ai composé le numéro, le cœur battant. Quand elle a décroché, sa voix était exactement comme dans mon souvenir, chaleureuse et posée. Tante Isabelle ? C'est Élodie, la femme de Bastien. Il y a eu une courte pause. Élodie, ma chère. Je suis surprise, mais heureuse de t'entendre. Comment vas-tu ? Et le petit ? Les larmes me sont montées aux yeux face à cette simple marque de gentillesse. Et j'ai tout raconté. Le harcèlement, les accusations, la gifle, l'expulsion. Je n'ai rien omis. Elle m'a écouté en silence, ne m'interrompant que par de petits « oh mon Dieu » ou des soupirs attristés. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé à l'autre bout du fil. J'ai cru qu'elle allait me dire que c'était une affaire de famille, qu'elle ne voulait pas s'en mêler. Mais sa réponse m'a stupéfiée. Élodie, je suis profondément désolée. Je savais que ma belle-sœur était compliquée. Mais je n'aurais jamais pu imaginer une telle cruauté. Elle a hésité, puis a continué d'une voix plus basse. Pour que tu comprennes, il faut que je te dise quelque chose sur Geneviève. Sa propre mère, ma tante, était une femme dure, incapable de montrer la moindre affection. Geneviève a grandi dans un désert affectif. Quand Bastien est né, il est devenu sa seule source d'amour, sa raison de vivre. Elle l'a étouffé, surprotégé. Son amour pour lui n'est pas sain. C'est un amour possessif, exclusif. Toute femme qui s'approche de lui est perçue comme une menace mortelle, une rivale à éliminer. Ces révélations ne l'excusaient en rien, mais elles donnaient une cohérence terrifiante à sa folie. Ce n'était pas personnel. J'étais simplement la dernière sur la liste. Puis, Isabelle a ajouté la phrase qui allait tout changer. Et cette histoire de ressemblance, c'est le comble de l'ironie. Laisse-moi chercher quelque chose. J'ai entendu le bruit de tiroirs qui s'ouvrent, de pages d'albums que l'on tourne. Voilà. Je t'envoie une photo par message. Regarde-la bien. Mon téléphone a vibré. J'ai ouvert le message. C'était une vieille photo en noir et blanc, un peu jaunie par le temps. Un portrait de bébé, pris en studio, comme on le faisait autrefois. Le bébé était emmailloté dans de la dentelle, le regard grave. J'ai zoomé sur le visage. Et mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas un sosie, mais les traits étaient là, incontestables. Le front légèrement bombé, la forme de la bouche, et surtout, une petite fossette au menton, exactement la même que celle de mon Léo. « C'est qui ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « C'est mon père » a répondu Isabelle. « Le grand-père de Bastien. » Je suis restée figée, fixant l'image sur mon écran. Ce n'était plus seulement une vieille photo. C'était une preuve. C'était une arme. C'était la clé qui allait faire voler en éclats leur forteresse de mensonges. Ils m'avaient chassée, humiliée, battue. Mais ils avaient sous-estimé une chose, la force d'une mère armée de la vérité. La partie n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Les jours qui ont suivi cet appel ont été d'une intensité folle. La femme éplorée et abattue avait laissé place à une sorte de général en chef préparant la bataille de sa vie. Mon petit appartement lyonnais s'est transformé en quartier général. Manon, promu lieutenant, était à mes côtés à chaque étape. La rage et le chagrin n'avaient pas disparu, mais ils étaient maintenant canalisés en une énergie froide, précise et déterminée. Ma première action, la plus importante, fut de prendre rendez-vous avec une avocate spécialisée en droit de la famille, une femme réputée pour sa ténacité, que Manon m'avait recommandée. Assise dans son bureau sobre et moderne, j'ai exposé les faits, un par un, en m'efforçant de rester factuelle, de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus. J'ai montré la photo, encore visible, de l'ecchymose sur ma joue, prise par Manon le lendemain de l'agression. J'ai raconté la scène, les insultes, la chute. J'ai parlé du test ADN imposé, de l'expulsion de mon domicile. Maître Dubois m'a écouté sans m'interrompre, en prenant des notes. À la fin de mon récit, elle a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. « Madame Moreau, a-t-elle dit d'une voix calme mais ferme, ce que vous avez subi est constitutif de plusieurs délits. L'agression physique est une chose. Mais le harcèlement moral, la violence psychologique, et l'expulsion du domicile conjugal avec un nouveau-né en sont d'autres.
Nous avons de quoi construire un dossier très solide. Pour la première fois, je sentais que la justice pouvait être de mon côté. Elle m'a donné une liste de choses à faire, rassembler tous les messages, les emails, noter chaque interaction, même la plus anodine. La clé, m'a-t-elle dit, est de ne plus être une victime, mais de devenir la narratrice de votre propre histoire, preuve à l'appui. En sortant de son bureau, je me sentais plus légère, plus forte. L'étape suivante fut de préparer ma pièce à conviction. Je suis allée chez un photographe professionnel. Je ne voulais pas d'une simple impression. Je lui ai demandé de scanner la vieille photo en haute définition, de la nettoyer numériquement sans l'altérer, et de la tirer sur un papier de qualité, en format A4. Je l'ai ensuite fait plastifier. Je voulais qu'elle soit parfaite, intouchable, comme la vérité qu'elle représentait. Les nuits, quand Léo dormait enfin, je ne me reposais pas. Je travaillais. Je rédigeais un journal détaillé de tout ce qui s'était passé depuis des mois. Chaque remarque de Geneviève, chaque dispute avec Bastien, chaque humiliation. Écrire était douloureux, mais thérapeutique. Cela mettait de l'ordre dans le chaos de mes souvenirs. Cela transformait ma douleur en un récit cohérent, une accusation implacable. Je me préparais mentalement à la confrontation. Je me passais la scène en boucle dans ma tête. J'imaginais leurs visages, leurs réactions. J'anticipais leurs attaques. Je répétais mes répliques, non pas pour les apprendre par cœur, mais pour m'assurer que lorsque le moment viendrait, ma voix ne tremblerait pas, que mes mots seraient aussi tranchants qu'une lame. Je ne voulais pas crier, je ne voulais pas pleurer. Je voulais être d'une dignité glaciale. Le message de Bastien est tombé un jeudi après-midi. Les résultats du labo sont arrivés. Tu dois être à la maison demain, vendredi, à 19 h. Toute la famille sera là pour l'ouverture. Le ton était sec, comme celui d'une convocation au tribunal. Il ne me demandait pas mon avis. Il m'ordonnait de me présenter pour entendre ma sentence. J'ai souri en lisant son message. Il pensait me convoquer à mon propre jugement. Il n'avait pas la moindre idée que c'était moi qui avais préparé le leur. J'y serai, ai-je simplement répondu. Le calme qui m'a envahi à ce moment-là était presque surnaturel. La peur avait totalement disparu. Je n'étais plus la femme qui subissait. J'étais celle qui allait rendre le verdict. Le vendredi soir, en conduisant de Lyon vers la maison en Auvergne, une étrange sérénité m'habitait. La pluie fine qui striait le pare-brise semblait laver le monde, et mon esprit. À côté de moi, dans son siège auto, Léo gazouillait en regardant les lumières des voitures défiler. Il était mon calme, ma force, ma raison d'être. En me garant dans l'allée familière, devant la maison qui avait été le théâtre de tant de joie et de tant de peine, je n'ai ressenti aucune nostalgie. Juste une résolution froide. J'ai sonné à 19 h précises. C'est Bastien qui a ouvert. Son visage était tendu, ses yeux cernés. Il a paru surpris par mon apparence. Je m'étais habillée sobrement, mais avec soin. Un pantalon noir, un chemisier en soie crème. Je n'étais pas une victime éplorée. J'étais une femme qui venait à un rendez-vous d'affaires. Il a reculé pour me laisser passer, sans un mot. Ils étaient tous là, installés dans le salon comme pour une veillée funèbre. Geneviève, en position centrale sur le canapé, Philippe à ses côtés, silencieux comme toujours, et Coralie, l'air suffisant. L'atmosphère était lourde, chargée d'une attente malsaine. Geneviève tenait une grande enveloppe Kraft à la main. Elle la tapotait nerveusement sur ses genoux. Je me suis assise sur le fauteuil le plus éloigné, posant calmement le sac de Léo à mes pieds. J'ai croisé les jambes, j'ai posé mes mains sur mes genoux, et j'ai attendu. Le silence s'est étiré. C'est Geneviève qui l'a rompu, sa voix pleine d'une fausse solennité. Bien. Puisque tout le monde est là, nous pouvons procéder. Elle a levé l'enveloppe. Ceci mettra un point final à cette situation, douloureuse. Elle a déchiré l'enveloppe avec une lenteur théâtrale, savourant chaque seconde de ce qu'elle croyait être son triomphe imminent. Elle a sorti une feuille de papier pliée en 3, l'a dépliée avec soin, et a commencé à lire à voix haute, comme si elle lisait une proclamation royale. Rapport d'analyse de parenté par identification génétique. Et soudain, sa voix s'est étranglée. Ses yeux se sont figés sur la page.
Le sourire cruel qui flottait sur ses lèvres s'est crispé, puis s'est effacé. Elle a cligné des yeux, plusieurs fois, comme si les mots refusaient de prendre sens. Son visage a perdu toute couleur, devenant d'une pâleur cireuse. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» a demandé Coralie, agacée par ce silence. « Lis-nous la conclusion. » Geneviève a avalé sa salive avec difficulté. Elle a essayé de parler, mais seul un son rauque est sorti. Elle a recommencé, sa voix n'étant plus qu'un murmure tremblant. Conclusion. Le père présumé, Monsieur Bastien Moreau, ne peut être exclu, comme étant le père biologique de l'enfant. Elle n'a pas pu finir. Le papier lui a glissé des mains et est tombé sur le tapis. « QOI » a hurlé Bastien, se levant d'un bond. Il a ramassé le papier et l'a lu à son tour, ses yeux parcourant la page avec une frénésie désespérée. Probabilité de paternité. 99,997%. Il a laissé tomber le papier et s'est tourné vers moi, le visage décomposé par le choc, la honte et une horreur naissante. Je les ai laissés mariner dans le silence assourdissant de leur défaite. Je les ai regardés se dévisager les uns les autres, la panique commençant à poindre dans leurs yeux. J'ai attendu que le poids de leur injustice s'abatte sur eux de tout son poids. Puis, je me suis levée. Calmement. Maintenant que nous avons éclairci ce petit détail, ai-je commencé, ma voix résonnant dans la pièce avec une autorité nouvelle, nous allons pouvoir parler du vrai problème. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti la photo plastifiée, et je l'ai posée sur la table basse, au centre de leur monde qui s'effondrait. Regardez-la bien, ai-je ordonné. Regardez bien le visage de votre ancêtre. Et ensuite, osez encore me dire que mon fils est un étranger. Le silence dans la pièce était devenu électrique. Tous les regards étaient fixés sur la photo en noir et blanc que j'avais posée sur la table. Bastien s'est approché, comme hypnotisé. Il a pris la photo, ses mains tremblant légèrement. Il l'a regardée, puis a levé les yeux vers Léo qui dormait dans son couffin, puis de nouveau vers la photo. J'ai vu la reconnaissance et l'horreur se peindre sur son visage en même temps. C'est Papy Paul, a-t-il murmuré. Je ne l'avais jamais vu bébé. Non, tu ne l'avais jamais vu, ai-je répondu, ma voix toujours aussi calme. Parce que tu n'as jamais cherché. Il était plus facile pour toi d'écouter les mensonges de ta mère que de faire confiance à ta femme. Il était plus facile de douter de ton propre fils que de t'opposer à elle. Je me suis tournée vers Geneviève. Elle était prostrée sur le canapé, le visage caché dans ses mains, secouée par des sanglots silencieux. Votre haine pour moi a été si aveugle que vous avez renié votre propre sang. Vous avez insulté la mémoire de votre beau-père en traitant son arrière-petit-fils de bâtard. Tout ça, pourquoi? Par peur. La peur pathétique de ne plus être le centre du monde de votre fils. Bastien s'est tourné vers moi, le visage dévasté, les yeux rouges. Élodie, je t'en supplie. Pardonne-moi. J'ai été un lâche, un imbécile. J'ai tout gâché. On peut tout recommencer, je te le promets. Je changerai. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je n'ai ressenti ni colère, ni amour. Juste une immense pitié. Recommencer? Comment peux-tu recommencer quelque chose que tu as toi-même réduit en cendres? Tu me demandes pardon aujourd'hui parce que tu as une preuve scientifique sous les yeux. Mais tu aurais dû me croire parce que j'étais ta femme. Tu aurais dû me défendre parce que j'étais la mère de ton enfant. Quand ta mère m'a levé la main dessus, ton seul devoir était de me protéger. Tu as choisi de la protéger, elle. Ce choix-là, Bastien, est irréversible. Coralie, qui était restée silencieuse, a tenté une dernière manœuvre. On est une famille, Élodie. On fait tous des erreurs. On peut surmonter ça, pour le bébé. Je l'ai coupée d'un regard si froid qu'elle a tressailli. Ne prononce plus le mot « famille ». Une famille ne se comporte pas comme une meute de loups qui s'acharne sur le plus faible. Vous n'êtes pas une famille. Vous êtes une association de personnes liées par la peur et la manipulation. Puis, je me suis adressée une dernière fois à Geneviève. Je me suis approchée d'elle. Elle a relevé la tête, son visage ravagé par les larmes, le maquillage coulant. Ne pleurez pas, Geneviève, ai-je dit, sans une once de compassion. Vous avez gagné. C'est exactement ce que vous vouliez, n'est-ce pas?
Vous vouliez récupérer votre fils, l'avoir pour vous toute seule. Félicitations, c'est chose faite. Il est tout à vous maintenant. Un homme de 34 ans, brisé, qui a prouvé qu'il était incapable de construire sa propre vie. Il va sûrement revenir vivre chez sa maman, qui pourra continuer à le dorloter, à le contrôler. Profitez bien de votre victoire. Je suis allé chercher Léo, je l'ai pris doucement dans mes bras. Il s'est étiré en dormant. J'ai jeté un dernier regard à la scène. Bastien, effondré sur un fauteuil. Geneviève, anéantie, non pas par le remords, mais par la prise de conscience que sa victoire était en réalité sa plus grande défaite. En franchissant le seuil de la porte, j'ai entendu Bastien crier mon nom, une dernière fois. Un cri de désespoir. Je n'ai pas ralenti. Je marchais vers la nuit, mais pour la première fois, je ne marchais pas vers l'obscurité. Je marchais vers ma propre lumière. Cela fait maintenant 1 an. 12 mois. 365 jours que j'ai tourné le dos à cette vie pour en construire une nouvelle, brique par brique. Je vous écris depuis mon appartement, un petit havre de paix que j'ai trouvé au cœur du vieux Lyon. Des hauts plafonds, du parquet qui craque, et une grande fenêtre qui donne sur une cour intérieure où grimpe un vieux lierre. C'est un lieu qui a une âme, une histoire. Un lieu où Léo et moi pouvons écrire la nôtre. Le divorce a été prononcé il y a 2 mois. Ce fut une procédure difficile, mais l'avocate que j'avais engagée a été formidable. Le témoignage écrit de tante Isabelle, ainsi que le constat médical de mes blessures, ont pesé lourd dans la balance. J'ai obtenu la garde exclusive de Léo. Bastien bénéficie d'un droit de visite, qui se déroule pour l'instant dans un espace médiatisé. Il y vient chaque semaine, ponctuellement. Il essaie, je le vois bien. Il apporte des jouets, il chante des comptines d'une voix mal assurée. Léo le regarde avec la curiosité d'un enfant pour un étranger familier. Je ne ressens plus de colère en le voyant. Juste une infinie tristesse pour tout ce gâchis. Il a tenté de me reconquérir, bien sûr. Pendant des mois, j'ai reçu des lettres, des fleurs, des messages vocaux où il pleurait, me suppliait. Il m'a dit qu'il avait coupé tout contact avec Geneviève, qu'il la tenait pour responsable de tout. Il a commencé une thérapie. Je suis heureuse pour lui, sincèrement. J'espère qu'il trouvera un jour la paix. Mais son chemin n'est plus le mien. Certaines blessures ne cicatrisent jamais complètement. La confiance, une fois pulvérisée, ne peut être reconstruite. On peut en rassembler les morceaux, mais les fissures resteront toujours visibles. Il y a quelques semaines, pour clore définitivement ce chapitre, je lui ai envoyé un dernier message. Bastien, je te souhaite de trouver le bonheur. Mais je te demande de respecter ma décision. Notre histoire est terminée. Concentre-toi sur une seule chose, devenir un homme dont Léo pourra être fier un jour. Notre fils a besoin d'un modèle, pas d'une blessure. Il n'a pas répondu, et depuis, les messages ont cessé. Je crois qu'il a enfin compris. Ma vie de mère célibataire n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a les nuits courtes, les factures à payer, la solitude qui pèse parfois le soir, une fois que Léo est endormi. Mais c'est une vie authentique. Chaque difficulté que je surmonte par moi-même renforce ma confiance en moi. Chaque sourire de mon fils est une récompense inestimable. Léo a maintenant plus d'1 an. Il marche en se tenant au meuble, et il a un rire contagieux qui est la bande-son de ma nouvelle vie. Il a les yeux de son père, c'est indéniable. Parfois, il me regarde d'une certaine manière, et l'espace d'une seconde, je revois Bastien. Mais ensuite, il se blottit contre moi, et je sais qu'il est avant tout mon fils. Mon miracle. Mon histoire a commencé par un drame familial, une histoire de trahison et de manipulation. Mais ce n'est pas l'histoire que je retiendrai. Je retiendrai l'histoire d'une renaissance. La découverte qu'au fond de moi, il y avait une force que je ne soupçonnais pas. J'ai appris que le véritable amour, ce n'est pas de tout accepter, mais de savoir poser des limites pour se protéger. J'ai appris que le pardon le plus important est celui qu'on s'accorde à soi-même. Je vous partage mon histoire aujourd'hui, non pas pour attirer la pitié, mais pour partager l'espoir. Si vous êtes, vous aussi, dans une situation qui vous semble sans issue, sachez que vous avez en vous les ressources pour la surmonter. Parfois, il faut accepter de tout perdre pour pouvoir tout reconstruire. Si mon témoignage a résonné en vous,
N'hésitez pas à laisser un commentaire. Partagez vos propres histoires de résilience, vos victoires, petites ou grandes. Créons ici une communauté de soutien. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a touché, et de vous abonner pour d'autres histoires de vie. Prenez soin de vous, et surtout, n'oubliez jamais la personne la plus importante, vous-même.